Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tête à tête entre médecins. Je suis aujourd'hui avec Judith Brouillette. Judith, je t'inviterais peut-être à nous décrire un petit peu ton parcours académique et professionnel. J'aime mieux que ce soit toi qui le dises. Je vais être certaine de ne pas oublier des éléments importants. Alors, peux-tu nous dire un petit peu ton parcours médical? Surtout, il est un peu atypique. Fait que j'ai commencé plus par la voie académique. J'ai fait un bac en physiologie. Puis ensuite, j'étais allée aux études supérieures. J'ai fait une maîtrise doctorat à l'Institut de cardiologie où je travaille maintenant. J'étudiais les cellules cardiaques, l'activité électrique, les différences entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Puis rendu au bout de ce beau parcours-là, c'était rendu presque de la physique, dans le fond, pas quantique, mais de la physique pure. Puis il me manquait un petit peu le contact humain, fait que c'est là que j'étais allée en voyage, puis je me suis mis à réfléchir avec mon amoureux, puis il m'a dit « Mais t'étudies le corps humain depuis toujours, pourquoi tu vas pas en médecine? » Fait que j'ai dit, on peut faire ça. Là, j'avais 27 ans à l'époque. Il dit, oui, je vais t'encourager. Fait que je me suis inscrite en médecine. Je pensais devenir cardiologue, mais finalement, je suis devenue psychiatre. Mais je travaille dans un hôpital de cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Fait que tu as réussi à mettre ensemble toutes tes passions, puis qui ont l'air d'avoir débuté même dans ton enfance, dans l'adolescence. Donc, c'était quoi les qualités que tu voyais chez toi comme enfant, comme adolescent, qui t'ont amené à faire ce parcours-là? Je me suis jamais tant vue comme médecin, mais je savais que j'adorais la performance. Puis moi, ça a été via le sport. Fait que je me suis investie primaire, secondaire, puis je me suis blessée proche du cégep. Là, puis ça m'a freinée un petit peu à cette époque-là pour une autre belle redirection qui a été les études. Là. Mais fait que j'étais investie dans le badminton. J'avais développé une équipe, un groupe, des compétitions, tout le social associé. Fait que ça a été mon air d'aller pour ma jeunesse. Puis à l'Institut de cardio, donc, tu as su trouver une équipe qui est pleinement ressourçante pour toi, puis où tu peux t'épanouir. Qu'est-ce que ça prend comme ingrédient dans une équipe de travail, en tout cas pour que toi, tu te sentes bien? Oui. Mais j'avais une volonté de faire 50% clinique, 50% recherche, fait que je me cherchais un hôpital universitaire. L'Institut de cardiologie me connaissait, savait dans le fond mon background, pouvait me faire confiance pour me porter au début, dans le début de la carrière. Puis il y avait un centre de recherche très fort, un pôle d'enseignement très fort, très axé sur l'innovation, même en clinique. Puis je savais pas qu'il y avait des psychiatres là, mais je l'ai su vers la fin. Mais là, je me dis, c'est pour moi, ça, là, tu sais. Fait que je suis revenue au berceau après la médecine, la résidence en psychiatrie. Puis c'est ça, tu as parlé du volet enseignement, recherche, c'est donc deux domaines qui pour toi sont vraiment importants. Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans qui te nourrissent particulièrement là, pour ton épanouissement, disons, plus professionnel? Oui. Je dirais que c'est des voies complémentaires, puis ils ont quasiment posture contre posture. Là, en clinique, c'est concret. Tu sers maintenant, sinon hier, ça aurait été encore mieux, l'individu qui a des besoins, qui est criant. En recherche, c'est plus du long terme, des santé de la population. Il faut se mettre ensemble, tous les chercheurs, pour voir des résultats dans 20 ans. Mais la différence entre les deux me permet de faire un cycle de performance dans l'aigu, dans la clinique. Puis ensuite, je passe dans un mode plus réflexif en recherche. Puis ensuite, je recycle en clinique. Puis ça me permet de me préserver dans tout ça. Fait une belle complémentarité entre la clinique, la recherche, puis ça s'alimente un et l'autre. Puis en fait, un des projets de recherche que tu as déjà fait, tu en as fait plusieurs, mais un de ceux que tu as déjà fait d'ailleurs en pandémie mariait bien ça, là, le fameux projet avec la mèche de cheveux. Oui. Je sais pas si... En tout cas, tu peux donner peut-être un petit avant-goût parce que ça peut même donner l'idée aux gens d'aller le lire. Il y a 2 parties même, donc... Peut-être nous le décrire rapidement.
À ce moment-là, j'avais prévu faire un projet de recherche pour les patients qui séjournaient aux soins intensifs avec des gros stress, puis je voulais mesurer l'hormone de stress qui était le cortisol, plus plein d'autres facteurs pour prédire leur mieux-être là, dans le futur. Puis la pandémie est arrivée. J'étais dans mon petit appartement, puis là, je me suis dit, je pourrais adapter ça pour les travailleurs de la santé qui vont vivre un aussi gros stress qu'un passage aux soins intensifs, là, dans les deux sens du terme. J'ai appelé mon directeur du centre de recherche, puis là, j'ai dit, j'ai une idée, ça a-tu du potentiel, tu sais? Puis là, il m'a écouté, puis il m'a dit, ça a du potentiel, fais-le même plus vite que ce que tu as prévu. Fait que j'ai compétitionné à des concours, j'ai eu une subvention gouvernementale, puis j'ai pu faire ce projet-là rapidement. Il fallait agir vite. On voulait les mèches de cheveux 3 mois pile après le début de la pandémie. On était en confinement. Il fallait livrer à distance les kits de prélèvement. Il fallait recruter les participants. Je remercie tous ceux qui ont participé. Puis on a pu étudier de l'hormone de stress jusqu'aux facteurs organisationnels, qu'est-ce qui aidait à prévenir l'épuisement professionnel chez les travailleurs de la santé. Oui, puis bon, tu as publié beaucoup depuis même ton parcours académique que tu as décrit précédemment en médecine aussi. Puis, tu as aussi publié ton histoire un petit peu. Là, tu t'es vraiment auto-divulgué dans un article dans le CMAJ. Les gens pourront aller lire après aussi, qui est fort intéressant parce qu'en plus, tu écris très bien. Merci. mais ça demandait beaucoup de courage d'expliquer une situation que tu vivais, une condition de santé que tu avais, surtout que, comme psychiatre, ben, c'est une condition de santé mentale, donc certains troubles anxieux, puis que tu décris quand même assez bien. Fait que, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette autodivulgation-là? J'allais déjà un peu mieux quand j'ai fait cette autodivulgation-là. Je n'étais pas dans mon creux, fait que j'avais déjà un peu de recul, mais je pense de l'écrire, ça m'a donné comme aussi une perspective autre. Puis c'est de sortir, cet événement-là de moi, puis que c'est pas juste, ça fait partie de mon histoire, mais c'est pas mon identité complète non plus. Fait que ça a été comme une voie de guérison, libération. Je me suis demandé si j'étais un peu folle de livrer ça puis de voir qu'est-ce que les gens allaient dire en termes de jugement. Mais je me suis dit que ça allait peut-être aider d'autres gens qui n'osaient pas. Puis moi, ça a été un des points tournants dans mon vers ma guérison. Ça a été de voir quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'estimais beaucoup, qui avait eu besoin de médicaments pour aider un trouble anxieux. Puis c'est ça qui m'a fait le déclic de me dire, j'y vais moi aussi. Là. Je cogne à la porte puis je demande de l'aide. Oui, puis le rôle de médecin qui se transforme, pas qui se transforme, mais on doit aussi avoir le rôle de patient. Comment tu as vécu ce rôle de patient-là? Est-ce que tu avais le goût quelquefois de faire partie des discussions sur ton traitement ou est-ce que tu avais le goût de t'immiscer là-dedans ou de suggérer des choses ou est-ce que tu as vraiment été capable de prendre le recul qu'il fallait? J'ai commencé à consulter en psychothérapie quand j'étais aux études médicales, fait que j'étais pas campée dans mon rôle de médecin, ça m'a peut-être aidée. J'étais campée dans mon rôle de psychiatre quand j'ai demandé pour la pharmacothérapie, mais j'avais une alliance déjà de longue date avec mon médecin de famille, j'avais confiance en elle, elle me bossait là, complètement. Puis j'avais, dans le fond, l'espace pour le dire avec elle. Fait que ça s'est plutôt bien fait, mais c'était plus dans mes soucis de santé plus physique quand je voyais comme plus les complications potentielles. Puis là, j'allais lire sur Internet, puis je voyais des traitements qui se faisaient aux États-Unis. Je revenais au rendez-vous, puis là, je proposais ça, puis là, je voyais que c'était pas dans le plan, là. Pas tout de suite, pas maintenant, pas ça. Exact. Ça se fait pas. Oui. Mais ce rôle-là peut quand même être parfois challengeant. Puis le fait aussi que tu avais fait cette autodivulgation-là, est-ce que tu as eu des craintes que dans ton équipe de travail, par exemple, des collègues te parlent de ça, arrivent avec ça, ou au contraire, peut-être que c'est arrivé puis c'était relativement positif?
j'ai toujours en tête de le divulguer au bon moment, quand c'est un bon moment pour nous, qu'on se sent assez solide pour ressentir la houle un petit peu, la bonne personne aussi. Fait que dans les équipes de travail, il y a des fois que j'allais divulguer, que j'étais plus fragile sur certaines choses, mais en mettant de l'humour à travers ça, puis en restant bien campée aussi dans mes capacités du moment. Fait que ça a plutôt bien passé. Puis j'ai publié le texte, peut-être j'étais un peu craintive, mais j'ai publié en français dans un journal médical, mais en anglais. Fait qu'il n'y a pas grand monde, je crois, qui l'a lu au départ. Puis c'était comme une petite piste prudente, là. Je veux un peu en parler, mais je suis pas sûre, là, c'est ça. Puis finalement, avec le projet de recherche, c'est moi-même qui en ai reparlé à certains gens, à certaines personnes. Puis là, ils sont retournés le lire, puis j'ai plus eu des commentaires. Tu dis ce que les gens vivent, mais n'osent pas dire. Fait que ça a été une tape dans le dos par rapport aux commentaires que j'ai reçus. Oui, puis je me mets peut-être dans la peau d'un étudiant ou même d'un résident ou d'un fellow qui lit ça, qui constate ça. Ça peut aussi être drôlement aidant de dire, bien, si j'ai besoin d'aide, il y a une porte, là. Est-ce que les gens t'ont déjà approché en ce sens-là, en disant « Ah, elle va m'écouter, est capable de parler de vulnérabilité ». Est-ce qu'ils sont allés jusque-là? Il y a une étudiante, à un moment donné, qui est venue me voir puis elle m'a dit « T'as eu du courage, j'étais dans une assemblée départementale universitaire que quelqu'un m'a mis un peu sur le spot en disant « C'était-tu dur d'être une maman puis faire de la recherche puis de la médecine? » Tu sais, comme un play... Il a dit, il y a quelqu'un dans la salle qui fait les trois, puis là, c'était moi. Puis là, j'ai dit, oui, à un moment, j'allais craquer, tu sais, comme j'ai un peu effleuré le sujet. Puis suite à ça, les gens, il y a en tout cas une personne qui m'a dit, j'ai beaucoup aimé ton courage à ce moment-là de dire que tu étais capable, mais à un moment, tu sais, que ça peut craquer aussi. Oui. Puis tout ça fait, ce partage-là, le courage que tu as eu, puis toutes les autres facettes dont tu nous as parlé, font de toi, là, comme tu as dit, ton identité, la personne que tu es. Puis ça peut peut-être t'aider à durer aussi en médecine, hein, que d'être capable d'avouer que des fois, on doit mettre le genou par terre parce qu'au bout du compte, il faut durer. On ne fait pas le cours pour pratiquer 1 an, 2 ans. On veut durer. As-tu d'autres stratégies, des trucs que tu partages aussi quelquefois avec les résidents, les étudiants ou d'autres médecins? Je dirais que je pense toute la réflexion que j'ai eue par rapport à ma propre souffrance, ça me permet de... Tu sais que des fois, on avance tellement vite qu'on frappe les murs, mais là, je vois le mur d'avance, tu sais. Fait que c'est comme si d'avoir fait beaucoup dans le fond, de cheminement là-dessus, je freine un petit peu plus vite. Puis souvent, c'est que je vais me rendre compte qu'il y a 2 grands sets de coping. Tu sais, il y a des copings quand tu vas bien, puis il y a des copings quand tu vas pas bien, puis ils sont pas les mêmes. Puis le plus dur, c'est de savoir quand faire le switch. J'aime les signes vitaux psychologiques de la PAMQ. C'est clair là-dedans qu'il y a plusieurs copings selon si tu vas bien ou moins bien. Mais moi, c'est ça, il y a les copings, je fais du transport actif, je suis engagée comme chef de mon département, mais ça, c'est les copings quand ça va bien dans ma vie, quand j'ai pas trop de demandes ou de surcharge dans tous mes rôles. Puis quand j'ai eu le Collège Royal, les enfants, ou tout ça, c'est d'autres sets de coping. C'est le genou à terre, c'est les traiteurs, c'est aller voir une amie puis pleurer en marchant, demander l'aide, qui est le coping ultime quand on va moins bien. Fait que c'est comme... savoir qu'il y en a 2, puis qu'un moment donné, qu'il faut basculer. Fait que ce serait peut-être le plus grand conseil ou lumière que je pourrais dire. Oui, bien, c'est intéressant. Rachel Thibault va le dire autrement. Elle va dire, bon, une résilience de survie, une résilience de bien-être. On ne peut pas être toujours dans la résilience de survie. Il faut basculer aussi. Puis le coping qui est des fois plus instinctif de prendre, c'est pas toujours le bon. Fait que quand tu as déjà connu ce que c'était, bien, j'aime bien la façon dont tu le dis, là, qu'il faut s'ajuster, il faut s'adapter aussi à la situation que tu vois.
Puis souvent, ben il faut dire non à certaines choses aussi. On ne peut pas dire oui à tout. Puis si on dit oui justement à certaines choses, bien, ça va peut-être nous permettre de l'accomplir davantage. Fait que je te remercie beaucoup pour toute ton authenticité, le courage que tu as, puis c'est ce partage-là. C'est un peu le but de ces tête-à-tête-là. En fait, c'est de partager certaines facettes qui peuvent en inspirer d'autres. Puis définitivement que tu vas avoir été ça aujourd'hui, une inspiration. Okay. Merci pour l'accueil. Merci.